Max Hamlet sauvage. Il existe un rapport étroit et mystérieux entre la personne et son nom, surtout quand il s'agit d'un pseudonyme. Si nous mettons une minuscule à Max, nous obtenons l'abréviation graphique de maximum, c'est-à-dire de l'adjectif dont certains artistes hier et aujourd'hui qualifient leur art. Il suffit de penser à De Chirico qui signait ses autoportraits Pictor Maximus. Mais l'adjectif Max perd immédiatement son allusion auto-élogieuse quand il revient le superlatif du mot Hamlet. Si Hamlet se reconnaît dans le héros shakespearien, c'est qu'il en partage aussi le caractère, rebelle à tout ordre injuste. Notre sauvage refuse donc de se laisser apprivoiser par les éthiques ou esthétiques et ne supporte pas les habitudes faciles du conformisme social. Dans un monde devenu grotesque de suffisance, Max Hamlet sauvage cherche à provoquer avec ses corps d'hommes et de femmes à tête de bête. Comme si jante humaine et jante animale étaient de moins en moins dissociables. Métaphore zoomorphe d'un artiste excentrique, dans la ligne de Max Ernst et d'Andy Warhol. Rêverie psychédélique, naviguant du pop art à l'hyper-surréalisme. Max Sauvage utilise toutefois tous ses talents de peintre et de sculpteur pour révéler le rôle magique et libérateur de l'éros. L'histoire artistique de Max Hamlet sauvage est celle d'un homme cultivé et emblématique dans l'histoire de la peinture italienne d'aujourd'hui. Max Hamlet est un jeune artiste parmi les plus connus représentant le surréalisme pop italien et il est fortement modelé sur une optique qui retrouve la tournure caractéristique de la culture pop américaine de Roy Lichtenstein et Andy Warhol, même si avec une charge polémique extrêmement personnelle des symboles et emblèmes du pouvoir et de la politique, milieu ayant un certain statut symbolique, sa sémantique s'est mariée au conte moderne, ainsi ses personnages, à la façon de Max Ernst, sont tous associés à des oiseaux qui, toutefois, vivent bourgeoisement et partagent avec les bourgeoises des besoins et des désirs. Musique du texte, les pulsions, les pulsions, les pulsions. Konbanwa. Les pulsions. あなたは誰ですか? Les pulsions. 私は俳優です。 Les pulsions. Les pulsions. Dans un certain rythme, les pulsions. Musique du texte, les pulsions. Dans un certain rythme, les pulsions. Musique du texte, les pulsions. Dans un certain rythme, les pulsions. Musique du texte, les pulsions. Musique du texte, les pulsions. Épaisseur comme ça, les pulsions. Épaisseur comme ça, les pulsions. Musique du texte, les pulsions. De tous les éléments. À première vue, il apparaît comme un artiste pop aux formes expressives proches des personnages comme Roy Lichtenstein et Andy Warhol.
Il a dénoncé lui-même la propre distance de sa façon de faire l'art. Ma peinture, dit-il, est loin de l'image objective préfabriquée de la consommation commerciale qui caractérise les artistes pop américains. Dans mon travail, la bande dessinée est élaborée et revisitée. Les mythologies de notre époque sont démystifiées dans une dimension sociale surréelle. Max Hamlet s'inspire de Magritte, Savigno, Ernst, Dali et ensuite décide d'adopter la technique de l'illustration et de la bande dessinée pour revivre et parcourir toute cette hérédité. Cette peinture et cette sculpture finissent par avoir une forte charge d'ironie. Intérieur domestique, scène de guerre, ambiance métropolitaine dégradée viennent représenter avec une forte charge de barbarie et de violence, assument la signification de briser la critique sociale. Cependant, il y a souvent une dose d'ironie amère qui transfigure les personnages et l'être humain en un improbable être moitié homme, moitié animal avec tête d'oiseau ou de loup. Les créatures de Max Hamlet sauvage sont des créatures biologiques en un certain sens contre nature qui ne perdent leur propre dimension mythique. Hamlet sauvage met en face avec ses propres œuvres des fragments de vie quotidienne dont l'humanité masque la propre nature bestiale pour faire apparaître peut-être dans une propre dimension authentique une galerie de personnages mythologiques qui n'a plus rien d'humain. Mes rapports avec le surréalisme historique dans ma vie sont toujours vivants. Le surréalisme a réussi à donner une figure nouvelle à la beauté. Il s'agit d'abord de la beauté de la femme dans les moments du plaisir et du désir physique de son corps, en raison de sa nature même. Je pense que l'érotisme n'est ni pas sale ni dangereux. Je crois aussi que le plus grave, c'est la violence, la guerre et le terrorisme qui sont en train de détruire le monde. L'ère surréaliste reste une affaire personnelle dans l'exercice de la sexualité, non pas que l'on puisse atteindre à ce que les surréalistes se révélaient dans leur sexualité différente du reste de l'humanité. La liberté sexuelle et la liberté des tabous que les surréalistes entendent opposer à une contrariété religieuse et sociale, obstinée à l'enfermer l'érotisme dans la condition morale et restrictive, voire pathologique et subversive. L'amour sublime implique la plus complète liberté sexuelle, disait Breton. Tel n'est pas le cas d'aujourd'hui, la liberté sexuelle restant dissociée de l'amour. De ma part, cela ne comporte aucune condamnation morale, l'érotisme
et le mystère de l'amour, est aussi l'ecstasy corporelle entre deux personnes. L'érotisme est l'approbation de la vie pour exercer la mort. Andy Warhol est mort à New York le 22 février 1987, un mois exactement jour pour jour après l'inauguration de sa série de posées au Palazzo delle Stelline à Milan. C'est justement à cette occasion que j'ai vu pour la dernière fois Andy, qui était mon ami, et sa pensée est présente en moi alors que je regarde les tableaux du peintre Max Hamlet. Je me trouve dans son atelier de Linate pendant un après-midi de soleil printanier, et je vois défiler devant mes yeux les personnages divers de sa comédie humaine. Gentleman conspirateur, bourgeois en proie à l'ennui le plus absolu, belle provocatrice jacassant d'amour, hommes floraux plus ou moins contaminés, animaux exterminateurs, chasseurs bombardiers au visage chouette, ces personnages évoquent les bandes dessinées de Liechtenstein et bien d'autres analogies. Ils font partie de la grande famille pop, même si leurs visages d'animaux, chouettes, aigles, perroquets, poissons ou chameaux, pourraient faire penser à des cadavres exquis ou dignes d'Archimboldi. Le fantastique de Hamlet est un langage de notre modernisme surréel. La peinture de Hamlet se présente comme une manière de la communication de masse, un maniérisme comme instrument de critique sociale à base de mélancolie et de colère, mais également de générosité idéale et d'amour. Depuis plusieurs années, je me suis hasardé avec l'art, creusant dans le royaume de l'inconscient pour défendre l'homme et la nature de ces blessures horribles qui traînent avec lui, disait-il. Voilà le cri du peintre, le hurlement profond de sa vérité. L'inconscient hypersensibilisé de l'artiste se projette sur une morphologie ironique déchirante et autodéchirante. Le discours plein de colère de Hamlet ne cherche pas les prétextes ambigus du compromis. Ses affirmations sont agitées, accusatrices et publiques. La peinture devient un forum désacralisant et démystificateur. Le discours de Hamlet descend sur la place. Il n'existe pas la moindre possibilité d'interprétation. Sa narration critique est sans appel, son érotisme est du premier degré. Sa technique perfectionnée et très habile souligne le pouvoir expressif des couleurs stridentes de l'acrylique. Nous nous trouvons désormais bien loin de l'adjectivité totale d'un Warhol, de sa vision à sang-froid. Les images de Hamlet ne peuvent pas se réduire à une série de clichés ready-made. Ce sont des archétypes d'une vision passionnelle dans sa rhétorique. La juste indignation, la colère vécue de façon organique sont les mères de cette peinture rhétorique qui n'entend pas cacher les motivations tactiques et les effets stylistiques correspondants. Les métaphores du discours représentent des objets vécus et endossés comme tels, dans leur présence crue et agressive.
En passant de la présence à l'immanence, Hamlet projette la foule de ses personnages dans un espace ontologique unitaire, le grand être social. Le phénomène unitaire constitue la menace globale contre le libre arbitre de l'homme. Max Hamlet vit son époque avec l'immense avidité existentielle et avec la plus grande lucidité. Et c'est à travers cette rigueur morale que sa rhétorique acquiert la dimension de l'authenticité. C'est un monde fait d'êtres serviles et à l'instinct grégaire. Max Hamlet tente de sauver l'essence de la propre dignité en exaltant les valeurs fondamentales de l'individualisme dans la morphologie primaire, la bande dessinée maniériste. La manière moderne de Max Hamlet est la justification de son aventure et de sa passion, d'homme moderne inséré dans la dynamique d'un monde sans finalité apparente. L'utilisation esthétique de la manière sauve Hamlet du nihilisme du désespoir. La vie est comble et la peinture est sauve. Pierre Restani. La singularité de cet artiste italien, fervent de la France, est exemplaire, affirmatif dans la conception mentale de son œuvre. Autemplon et l'un de ses prénoms serait-il à bon escient des pseudonymes? Ce peintre, ce sculpteur, ce graveur, ce maître verrier est par la facture dépaysante de son travail d'une perfection stylique, sans rémission, quasi sauvage dans sa rigueur implacable. Elle, lui, est comme en dehors de lui-même un vrai personnage du monde de l'art, personnage qui pourrait prendre rang parmi ceux de l'univers shakespearien, tellement les scènes, dans leur décor soudain insolite, sont bien souvent taraudées de froides tragédies humaines, et d'une manière si aiguë par moments que cette tragédie peut nous apparaître insoutenable, si aiguë qu'elle peut même atteindre au féroce, sans pourtant jamais verser dans un expressionnisme caricatural. En fonction de l'ensemble de son œuvre, la critique d'art internationale a pu écrire avec justesse que Max Hamlet sauvage était soit un surréaliste excentrique, soit un surréaliste sauvage. Ces deux définitions contiennent pour moi, l'une autant que l'autre, une part très large de véracité. Nous pouvons aisément les joindre. Or, de mon côté, je me permettrai d'avancer que Max Hamlet représente à mes yeux un hyper-surréaliste baroque qui bouscule par les audaces extrêmes les provocations érotiques de grands styles de son travail. Oui, qui bouscule les limites même de ses créations profuses, que ce soit dans ses peintures, ses bronzes, ses marbres, ses terres cuites, ses céramiques, ses bois polychromes ou sa verrerie noble. Or, ces exercices plastiques, toujours à la limite d'un danger, ne versent jamais tant soit peu dans le lieu et le temps d'une pornographie salace, grâce à la dignité plastique d'un donné à voir, d'un travail et d'une création stupéfiant de maîtrise clairvoyante. Je ne crains pas de m'avancer en écrivant que cet artiste italien, par le suivi de sa pluralité plastique toujours en souci de permanence, se campe dans un ultra-foisonnement créateur quasiment unique dans l'univers passé ou présent où la jante humaine se marie avec une allégresse ambiguë à la jante animale, et parfois dans l'éclairage sous-jacent de mythes fameux, et comme si les deux espèces n'avaient jamais été dissociées, ou bien encore comme si elles étaient à jamais jumelées. Les fusions, nous pourrions écrire les effusions, deviennent métamorphoses et ces dernières amplifient notre imagination érotique, comme au-delà de l'horizon que nous en avons. Ces métamorphoses deviendraient-elles à leur tour de poétiques et très osées métaphores anthropozoomorphes, pour qui ne rejetterait pas d'un seul bloc de regard ces images picturales ou sculpturales douées à l'extrême de provocation corporelle? Il est à noter fortement que les corps, troncs, bras et jambes, relèvent de l'humain, homme ou femme, alors que les têtes sont attribuées à l'animal, à la bête, particulièrement à l'oiseau. Y a-t-il là une signifiance? Je ne sais, mais cette symbiose ambiguë a peut-être pour Max Hamlet une part de secrète correspondance dont il ne voudrait pas pour le présent nous dévoiler quelque peu les arcanes. Tant il aime s'entourer de ce silence introspectif dans le quotidien de ses foisonnantes créations. Quelques-uns de ces tableaux demeureront à tout jamais pour nous des énigmes.
Je ne crains pas de me tromper en avançant que Max Hamlet sauvage, ce dans un foisonnement créateur quasiment unique dans cet univers où la gente humaine, hommes et femmes, se marie, se joint, s'ordonne avec la gente animale comme si elle n'avait jamais été dissociée. Cet accouplement fusionnaire a le pouvoir d'amplifier notre imagination érotique comme au-delà de ses propres frontières, au-delà de ses propres horizons. Cette symbiose poétiquement ambiguë du sujet homme et du sujet animal, où le sexe féminin prédomine en maintes et maintes peintures, sculptures ou objets, cette symbiose finit par se fixer dans notre regard et dans notre esprit en éveil sans y provoquer une sensation de scandale. Nous finissons par admettre l'œuvre grâce à la vérité intrinsèque du travail mené à la perfection de l'hyper-surréaliste italien, lequel travaille absous l'image provocante pour ne montrer en premier lieu que la beauté formelle et chromatique en ses effets scéniques. À les confronter dans leur ensemble, les tableaux de l'italien acquièrent finalement une belle rigueur classique, tout en rejoignant par moments, et pour quelques-uns d'entre eux, l'espace d'un bref regard complice et amusé, l'art imprégnant de la bande dessinée sociale, si chère à mon cœur et à mon esprit. Or, il est bien vrai que l'hyper-surréalisme teinté de baroque de diverses œuvres du Milanais, qui a su intégrer les enseignements d'un René Magritte, d'un Max Ernst, d'un Paul Delvaux, d'un Salvatore Dali, d'un Alberto Savigno, il est bien vrai que cet hyper-surréalisme est constellé, comme à Giorno, de signifiance sociale. Cet artiste esthète, frondeur à bien des égards et qui ne craint pas l'outrance quand il la juge nécessaire, ne serait-il pas le représentant aigu et majeur d'une étreignante, forte et déroutante science-fiction sociale? À vous de juger, lecteurs et spectateurs, en découvrant mieux le musée mythologique de Max Hamlet sauvage, où les songes et les rêves s'affublent de réalités et de drôleries parfois inquiétantes. L'âge pictural est terminé, l'âge iconique commence. Max Hamlet a très vite compris cette transition, lui qui se plaît à ajouter l'adjectif sauvage à son pseudonyme. Toutefois, il n'a voulu se rattacher passivement à l'iconisme des bandes dessinées comme a pu le faire Roy Lichtenstein au début des années 60. Au contraire, il a voulu donner une épaisseur psychologique et morale au discours de la bande dessinée. Il sait qu'elle a remplacé les contes du temps jadis dans l'imaginaire de notre société. Les oiseaux à tête de chouette sont des oiseaux de mauvais augure. On comprend le subtil mystère des conspirateurs au téléphone, les sinistres oiseaux nocturnes, ou encore les séductions perverses et inquiétantes de certaines ladies, les positions provocantes de certains nus féminins qui sont parfois des déesses cruelles et parfois des Vénus aquatiques dont les têtes de poissons rappellent l'imago de la mer phallique. Voilà peut-être pourquoi c'est dans les œuvres qui représentent des femmes que l'on rencontre le plus souvent les images géminées. Il a donc le sentiment d'avoir trouvé un mode d'expression et de communication satisfaisant, adapté à cette descente aux enfers de l'inconscient qu'il a voulu, et où il a dû se confronter avec la compulsion de répétition, mécanisme typique de l'activité inconsciente que Max Hamlet nous restitue avec une sensibilité qui ne renie pas ses origines méditerranéennes. Ses origines, à mon avis, se manifestent très clairement dans le plaisir qu'il éprouve à utiliser des couleurs vives et variées, comme dans sa préférence pour un métamorphisme aux réminiscences saviniennes. On sait en effet que lui aussi a vu le jour au bord de la Méditerranée, et c'est justement cette mythologie méditerranéenne qui a inspiré ces figures hybrides. Les fables d'Ésope qui ont été écrites elles aussi dans le bassin méditerranéen ne sont pas non plus étrangères à cette préférence. Mais par ses couleurs éclatantes,
Il semble aller au-delà de cette subtile vérité de l'acte créateur selon laquelle chaque artiste, au bout du compte, refait toujours la même œuvre. Il semble en effet vouloir déplacer le discours sur un plan ontologique, autrement dit dans le domaine de la connaissance du réel. À travers les variations chromatiques d'une même scène ou d'une représentation, il semble donc vouloir nous mettre en garde contre toutes sortes de schématisations idéologiques, comme s'il voulait nous rappeler que la réalité, tout en étant toujours semblable à elle-même, ne peut se présenter à nous que dans ses ambivalences et peut donc être vue et interprétée de manière différente. Max Hamlet nous en indique parfois 2, parfois 4. Dans cette volonté de syntoniser son discours pictural sur le puissant émetteur de l'inconscient, Max Hamlet a dû utiliser un langage qui parle à l'inconscient, comme la bande dessinée. Et il a obtenu, sur l'exemple de la page de bande dessinée rythmée par son quadrillage, cette quaternité qui lui permet d'ordonner dans des histoires personnelles la multiplicité chaotique de ses sentiments, de ses idées, de ses désirs, de ses espoirs et de ses critiques face à une réalité toujours plus déshumanisée et déshumanisante, qui toutefois ne parvient pas complètement à comprimer l'imagination, y compris celle des fables, comme le suggestif corpus des œuvres de Max Hamlet. André Breton, leader du surréalisme, écrivait « La beauté sera convulsive ou ne sera pas, l'œil existe à l'état sauvage ». Et effectivement, les représentants de ce mouvement, Dali, Ernst, Magritte, Miro, Tanguy, etc., appliquent la psychanalyse freudienne à leur vision onirique pour déconcerter et provoquer le bourgeois bien pensant. Max Hamlet sauvage s'est proposé le même but avec le rêve peint et sculpté, qui comprend des sculptures et des peintures imprégnées d'un charme onirique et troublant. Les métamorphoses de Sauvage, son nom nous rappelle précisément l'œil sauvage de Breton, se soustraient aux effets faciles de l'hédonisme et de l'invasion fantastique, mais ils sont plutôt imprégnés d'une vitale intensité dramatique, presque une chronique noire du rêve, qui devient dénonciation et cri contre la société actuelle de plus en plus brutale, de plus en plus empreinte de mata bestialitat dont parle le poète. Aux États-Unis, surréalisme et pop art vivent ensemble harmonieusement pour une heureuse symbiose entre l'imagination et la réalité, entre le jeu et l'engagement éthique, pour que les personnages du sauvage, moitié hommes, moitié animaux, parviennent à la métaphore de lutte pour la survivance qui est la loi principale des grandes métropoles chaotiques réduites à une jungle d'asphalte. Selon Rose Schwartz, les personnages emblématiques du sauvage, pourvus de têtes d'oiseaux rapaces, évoquent le milieu urbain avec toute sa charge de barbarie et de violence. Mais ces hommes et femmes métamorphosés en animaux n'entrent pas dans l'aura du mythe classique des jachères à Savigno, mais plutôt sont intégrés en milieu cruel et sophistiqué de la Jet Society, haute bourgeoisie de Miami, Barcelone et Los Angeles. De plus, la peinture du sauvage a réussi à marier le surréalisme à la bande dessinée d'auteur, déjà célébrée par le pop art, et c'est pour cela que ces images, quelquefois cruelles et acharnées, se détrempent dans une sorte de divertissement cultivé et sophistiqué, imprégné d'ironie intelligente. Souvent dans ces tableaux paraissent les plus célèbres protagonistes de l'art moderne, par exemple De Chirico, Man Ray, Warhol, etc., choisis par Sauvage comme ses maîtres idéaux et comme compagnons de voyage qui l'exhortent à explorer les terres. Gardons en mémoire qu'à la question « Qu'est-ce qu'un mythe ?», Claude Lévi-Strauss avait répondu « Une histoire du temps où les hommes et les animaux n'étaient pas encore distincts ». Nous pourrons alors apprécier à sa juste valeur actuelle et éternelle l'œuvre sculptée, peinte et dessinée de Max Hamlet. Dans un monde où le poisson est noyé dans les filets dérivants d'industriels sans scrupules, où l'oiseau est tiré en plein ciel par de grosses mains chargées de plomb,
un mythomane, Max Hamlet redore le blason de l'animal meurtri en lui offrant la seule rédemption possible. Une rédemption à hauteur de son prédateur, c'est-à-dire à la hauteur de l'homme. Les grands mutilés que nous sommes, nous qui avons complètement raté nos rapports avec les animaux, nous voilà réunis, grâce à l'immense et persistant désir de l'artiste, dans une atmosphère quotidienne à peine revisitée par nos songes. Qu'on ne se satisfasse pourtant d'antiques retrouvailles qui, de celles d'Orphée et du peuple des forêts jusqu'à celles de Françoise Assise et de ses amis à plumes, nous épargnerait le détour charnel au centre de nous-mêmes. La tension poétique qui bande ces retrouvailles n'est rien moins chez Max Hamlet que l'ombre et la lumière dispensées par la femme. Ces muses inquiétantes à tête de huppe et bec d'ongle portent en elles le vestige de la difficile réconciliation de l'androgyne. Séparés depuis la nuit des temps, comme chez Giorgio de Chirico, c'est l'attente ici qui engendre l'émotion. Cette attente, davantage à l'œuvre, il est vrai, dans les peintures et les dessins, repose sur des personnages au sortir de leur piscine, de leur voiture, de leur bain, de leur douche, de leurs vêtements, des personnages qui sont attendus par d'autres, en posture humaine primitive. Leur regard n'est jamais vraiment orienté dans la direction prévue. Les corps se touchent peu. Sommes-nous avant la rencontre tant désirée ou déjà après ce qui est advenu? C'est la forme de Max Hamlet de ne donner aucune réponse. Demandait-on à la pitié de Delphes ce que signifiaient ses jambes grandes ouvertes et sa vulve béante? Dans ces sculptures, l'artiste semble avoir atteint pour ces belles oiselles plus de sérénité. Nous sommes dans la plénitude du bronze, notamment revenus au moment où le don de soi peut correspondre à l'acceptation de la solitude. Solitude ouverte à la création renouvelée, bien sûr, au travers de laquelle l'attente accouchera de la connaissance. Peintre et sculpteur méditerranéen, Max Hamlet Sauvage est né à Gallipoli près de la Grande Grèce en 1950. Il vit et travaille à Milan depuis plusieurs années et débute très jeune en 1972 à la galerie Schettini de Milan, où il expose une série d'œuvres, les Métamorphoses. Hommes et femmes représentés par une déformation torturée par l'aspect onirico-surréel. Depuis lors, ses présences personnelles dans les galeries privées et musées se sont multipliées. Il est stimulé par les divers représentants du surréalisme historique par l'art contemporain. Il trouve un terrain commun de recherche avec les pionniers tels Magritte, Ernst, Salvino, Dali, Delvaux, etc. Son langage de pénétration personnelle des matrices pop et surréalistes, brille altéré par des greffes métaphoriques organiques, s'est imposé comme une des réalisations les plus incisives suite à l'articulation figurative de la recherche artistique italienne. De ces solides prémices stylistiques et expérimentales descend de l'œuvre de Sauvage un prononcé critique social, non pas élaboré sur des postulats idéologiques, mais par le filtre sagace de l'absurde et du tragique de l'existence humaine. Thème qu'il a développé dans la tension tridimensionnelle du projet sculptural, le travail de Max Hamlet Sauvage prend une place particulière et autonome dans le panorama de l'art contemporain de la fin du XXe siècle. Artiste attentif aux valeurs de la réalité et du milieu humain, son projet artistique oscille entre une dimension réelle et translation grotesque et métaphorique de la réalité.